de retour sur la libre antenne, c'est la saison 3 et on est toujours avec Bassam Tahan sur la Syrie. On a pu donc un peu synthétiser l'histoire du Proche-Orient parce qu'on ne peut pas comprendre, je pense, la situation actuelle sans revenir évidemment sur le passé et sur les conditions qui ont posé cette situation actuelle, le rôle éminemment important des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, puisque finalement, ce sont des pays qui, dès le début du siècle, ont bouleversé cet ordre, puisque on peut dire que c'était avant le Grand Empire ottoman, qui donc cette région était le Grand Califat, mais dont le centre était plutôt du côté de l'Empire ottoman, puisque le centre s'était déplacé du Caire vers évidemment le nord ensuite, et donc on comprend aujourd'hui que depuis effectivement les différentes interventions, l'Irak qui a été surtout envahi en 2003 par les États-Unis et qui a littéralement explosé, on peut parler d'un pays complètement déchiré, le retour du pouvoir chiite justement, comme tu nous expliquais tout à l'heure, les chiites qui sont majoritaires en Irak, ce qu'on avait oublié certainement, peut-être bien même les services de renseignement avaient oublié que les chiites étaient majoritaires en Irak, et finalement, en réactivant cette espèce de concurrence à l'intérieur de l'islam, les États-Unis ont pour objectif quand même un peu de détruire l'islam quelque part, et en tout cas de le fissurer, presque qu'il s'autodétruise par lui-même un peu par cette concurrence chiite, sunnite, d'ailleurs concurrence que beaucoup de musulmans ne comprennent pas. Moi, ce que je rencontre souvent, pour ma part, je dois bien observer que beaucoup de sunnites se hérissent le poil dès qu'on parle des chiites. Alors que souvent, j'ai l'impression qu'il y a une méconnaissance un peu de ce monde chiite, qui est formé par des pays, évidemment, aujourd'hui, tout le monde en a pris conscience, l'Irak, mais évidemment l'Iran. Il y a des communautés chiites dans les autres pays aussi du Mashrek, puisqu'il y en a même en Arabie Saoudite. On sait qu'il y a des communautés chiites qui sont d'ailleurs persécutées en Arabie Saoudite. Le Qatif. Voilà. Qui sont complètement persécutés, il me semble qu'ils n'ont pas les mêmes droits, etc., qui vivent dans des conditions en tout cas inférieures aux sunnites. Pareil pour ce qui est des États du Golfe, puis on a l'État du Bahreïn qui est hautement symbolique avec une majorité chiite. Elle n'est plus majoritaire, la majorité chiite ne l'est plus. Ah d'accord. Parce que le roi du Bahreïn a tout fait pour que les chiites basculent du côté des sunnites en faisant naturaliser des Pakistanais qu'il a embauchés dans les forces de l'ordre et l'armée pour mater l'ex-majorité chiite, ça c'est sûr. Il naturalise d'autres pour, selon eux, équilibrer. Et là, selon le dernier recensement, les chiites au Bahreïn ne sont plus la majorité, avec toutes les naturalisations qui ont été effectuées par le roi des Arabes ou des musulmans d'autres pays, en leur mettant dans la tête que l'ennemi, justement, ce sont ces chiites-là. C'est malheureux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on sait que, encore une fois, qui est le roi du Bahreïn, qui est le prince du Qatar, tous ces titres renflants, c'est quoi, vous voyez, c'est des États qui viennent de naître, qui n'ont pas de constitution, qui n'ont pas vraiment d'appareil judiciaire fiable, alors que l'Occident met tout son poids à détruire les vrais pays arabes qui se sont inspirés de la démocratie orientale, de la laïcité, de la Révolution française, à savoir l'Égypte, la Syrie, l'Irak. Donc avec c'est un trio. Basse, parce que c'était. Ouais. Alors justement, j'ai rien qu'on parle un peu de ce parti basse et de son inspiration laïque, parce que finalement, c'est vrai que ce sont des régimes laïques qu'on détruit. C'est ça qu'il faudrait rappeler aussi à nos auditeurs, à tous les métanotes. Il y en a beaucoup qui le savent, mais que de base, l'Irak, la Syrie, l'Égypte, on avait affaire à des laïcs.
hein, avant de voir arriver, évidemment, dès aujourd'hui, on voit bien justement des régimes qui se réclament plutôt justement d'un islam radical, mais je veux dire, c'était des régimes laïcs, quoi, la Syrie. Ouais, d'ailleurs, Nasser disait dans une de ses confidences, c'est ou moi ou les frères musulmans intégristes. Il le dit, hein. Nasser était un grand laïc. Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, vous pouvez voir sa vidéo quand il parle du voile. Tout à fait, une fameuse vidéo qu'on pourra passer, qu'on l'a déjà diffusée. Il parle du voile islamique. Vous pouvez montrer des passages Kulsoum. Regardez les images du public. Vous n'avez pas une seule femme voilée. Et c'était quelles années ça? C'était les années 70. Les années 70, oui. Il n'y a pas une seule femme voilée. Les femmes sont là, en décolleté, en train de fumer. Là, vous allez me dire, là, si un prédicateur d'un studio climatisé de Al Jazeera ou du Golfe m'entend, je suis pour lui un mécréant. J'ose dire une femme en décolleté avec une cigarette. Eh oui, hein? Nous sommes fiers d'avoir des femmes qui sont en décolleté et qui fument en public. Voilà. Pour revenir à cette histoire de Baas, vous savez, le Baas doit beaucoup à la France. Parce que Michel Aflaq, le fondateur, était un chrétien orthodoxe de Damas qui est venu faire des études de sociologie et de philosophie en France. Il a subi même l'influence d'Emmanuel Mounier, un philosophe français dont on ne parle plus beaucoup, qui avait lancé l'idée comme système philosophique, bon, système entre guillemets, c'est pas un grand philosophe Mounier, mais le personnalisme. Et il cherchait lui-même à définir qu'est-ce que le personnalisme. C'est intéressant, hein. Mounier a fondé une revue qui est toujours... Bref, Michel Aflaq s'en est inspiré et il a pensé créer un personnalisme arabe. Pourquoi? Parce que lui n'était pas musulman, vous voyez? Et déjà dans l'Empire ottoman, les chrétiens d'Orient étaient doublement coincés. D'une part, ils ne sont pas musulmans, d'autre part, ils sont arabes mais pas turcs. Donc forcément, ils devaient jouer la carte de l'arabisme. Parce que les arabes chrétiens, et juifs d'ailleurs, hein, il y a des poètes juifs de l'anté-islam, avant l'islam. La majorité des poètes de l'anté-islam, enfin une bonne, disons, une minorité forte, presque majorité, était chrétienne. C'est des poètes arabes de l'Arabie. D'ailleurs, le prophète, moi qui suis laïque, je dis qu'il soit béni, le prophète de l'islam, par respect, vous voyez, je ne le dis pas tout le temps, sinon on devient comme des perroquets, passez-moi, je dis le prophète de l'islam, qu'il soit béni. Bon, écoutez, au marché de Oukaz, c'est une foire où les poètes ou les grands orateurs du monde arabe de l'époque de la péninsule arabique venaient s'exprimer. Il écoutait un prêtre chrétien et il était le prophète, admiratif de son éloquence. Ce prêtre s'appelait Qas bin Sa'id al-Iyadi. Vous voyez, cette culture arabe et musulmane, c'est-à-dire quand vous parlez de l'arabité, quand vous dites que vous appartenez à cette arabité, quelque part, vous êtes lié à l'islam. Il est très difficile parfois de séparer l'arabisme de l'islam ou l'islam de l'arabisme. Il y a une relation dialectique à travers l'histoire qui est très complexe. Voyez. Donc, ce Michel Aflaq, pour réconcilier tout le monde, créer un espace laïque, un nouvel État syrien, il a fondé le Baas, la renaissance de la personne arabe. Parmi les plus belles pages écrites sur le prophète de l'islam, vous pouvez lire Michel Aflaq, un chrétien orthodoxe de Damas. Oui. Bon, ceci dit, il y avait d'autres fondateurs du Baas, de la minorité alaouite, qui venaient chasser d'Antioche. Parce que comme la France, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, a cédé Antioche aux Turcs, oui, voilà, pour les désaxer de l'Allemagne, les Turcs ont digéré Antioche très mal,
parce que jusqu'à maintenant, il y a une contestation. Oui, jusqu'à maintenant, c'est une partie revendiquée par Voilà. la Syrie. Vous voyez, donc, dans cette histoire d'arabisme, hein, ce qui est important, c'est cette appartenance et la couleur chrétienne a fait revivre même la langue arabe. La majorité des journaux en Égypte, en langue arabe, des maisons d'édition, ce sont ce qu'on appelle les immigrés du Cham, qui les ont fondés. La maison d'édition, une des plus grandes, la maison du croissant, symbole de l'islam, est fondée par un pharmacien libanais, romancier historique, qui s'appelle Georgi Zedane. Revenons donc, ce qui s'est passé avec Saddam Hussein, à mon avis c'est une erreur de sa part, c'est que quand il a vu l'Occident qui était prêt à l'écraser, c'est là où il a péché contre son laïcisme. Il a voulu. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Parce que il avait, clairement, Saddam Hussein était l'allié objectif de l'Occident avant 1990. Il a combattu contre l'Iran presque pour le compte des États-Unis, on va dire. Hein. C'est un peu après la révolution qui a eu lieu en 1978-79 en Iran. Bah, on a demandé, en gros, Saddam, il faudrait que tu ailles attaquer l'Iran pour renverser ce régime. Guerre qui a complètement échoué. Il y a eu quasiment 10 ans de guerre, hein, on a connu. Des millions de morts. Voilà, pour rien, puisque finalement, il n'y a pas eu de... Et à l'époque, qui aidait Saddam? C'était les monarchies du Golfe. Hein. Oui. Le Koweït, il est allé dire aux Émirats, moi je vais, vous savez qu'il y a un malentendu, un différend qui oppose les Émirats à l'Iran, l'histoire des 3 îles. La grande tombe, la petite tombe, tombe le Kubra, tombe le Soghra, ou je sais pas quoi, le nom de la 3e île. Et il leur disait, moi je vais récupérer ces îles. Ces îles sont toujours iraniennes, hein, jusqu'à maintenant. C'est à l'époque du Shah qu'il les a investies, quoi. Et les Émirats, petits pays, n'ont pas répondu. À l'époque, ça date, d'ailleurs, j'étais en Syrie, j'ai écouté le bulletin d'information, j'ai dit pauvres Arabes, à l'époque de Sadat. Hein. L'information que la fille de Sadat se fiançait était passée avant hein, l'information que l'Iran avait investi 3 îles arabes qui appartenaient aux Émirats. Mais pour revenir à Saddam, donc vous voyez, au Pakistan, on frappait son image sur les plateaux, que comme quoi il défie l'Occident. Le Pakistan, ce n'est pas des Arabes, hein, c'est l'islam. Et là, au lieu il n'a pas pu résister à la tentation de jouer la carte islamique. On a vu dans les vidéos des croix. On va lui faire la prière. Brûler, non, ils ont brûlé des croix, sur les places publiques, alors que vous savez, Tariq Aziz était chrétien, et c'était son ministre, il était numéro 2 après le Premier ministre, bref. Et c'est là où vous voyez aussi qu'il y a un sentiment religieux dans l'islam et chez les Arabes qui est très très fort. Par exemple, Saddam décide de flanquer son drapeau pour damer le pion au Royaume Saoudite de la formule « Dieu est grand ». Allahu Akbar. Quand Saddam est tombé, hein, le drapeau, ce qu'il a ajouté au drapeau, « Dieu est grand », on ne l'a pas effacé. Qui oserait effacer que Dieu est grand de son drapeau? Vous voyez comment les choses. Mais regardez la Syrie. Pour le moment, nous on a 2 étoiles. D'accord? 2 étoiles vertes, irriguées par la bande rouge du sang des martyrs. D'accord? C'est notre drapeau. Contrairement au drapeau des rebelles, qui reprend le drapeau colonial. Qui reprend le drapeau colonial. Voilà, ça veut tout dire. Ouais. Ça veut tout dire. Le même coup en Libye d'ailleurs. C'est pas le drapeau de l'époque coloniale. Voilà, ça vous dit. Mais c'est bien, ça rend bien compte de la situation. C'est bien la France qui les a reconnus comme les seuls et uniques représentants, alors qu'ils sont complètement bidons. Ceci dit, l'Occident, il faut lui reconnaître ça. Il s'est bien instrumentalisé. Les gens, les faits, les mettre à son service. C'est-à-dire, finalement, ce progrès technologique ne s'accompagne pas
d'un progrès moral ou philosophique. Vous voyez, au contraire, la technologie, la supériorité occidentale dans ce domaine est utilisée pour, je dirais, rejoindre l'axe du mal. Parce que finalement, cette formule d'axe du mal, aujourd'hui, qui est l'axe du mal? C'est Assad qui lutte contre l'État islamique ou c'est l'Occident qui, sous les tables, aide... armes... Alors, regardez comment ils ont instrumentalisé ces quelques farfelus de la coalition syrienne, en leur faisant croire, enfin chacun faisait croire à l'autre qu'Assad tomberait sous quelques jours. Et Assad est toujours là, et eux. Alors, vous savez, moi je ne veux pas avoir d'histoire avec la justice, mais on dit beaucoup de choses sur la corruption interne. Si vous lisez, ceux qui ont soit démissionné de cette coalition, soit qui en ont été exclus. Par exemple, vous prenez toutes les dames qui étaient dans cette coalition pratiquement, ont été exclues parce que c'était des dames et qui ont ouvert la bouche pour dire il y a trop de frères musulmans là-dedans. Il y a 70%. Alors on me dit oui, mais il y a des dames là, Atassi qui est à Gaziantep en Turquie, qui dirige, qui est de la coalition, c'est une dame. Plusieurs fois elle a voulu démissionner. On la garde parce que dans cette instrumentalisation, s'appelait Atassi, ça fait référence à une famille sunnite, vous voyez, et ça fait plaisir à cette majorité sunnite en Syrie, que comme quoi, vous voyez, exactement comme en Irak, nous luttons contre la minorité alawite qui a confisqué le pouvoir. Vous voyez? Mais ils ont instrumentalisé ces gens-là pour détruire la Syrie. Qui c'est aujourd'hui qui parle? Puis, on vous dit, Assad n'est pas légitime. Très bien. Alors, qui est légitime? La coalition que vous avez reconnue? Assad, au moins, ça fait 10 ans qu'il gouverne. Il a essuyé des élections. Et il a été réélu. Quelle est la légitimité de ces gens-là? Qui les a élus? Personne. Et puis pour être clair, je veux dire, vu que la pression qui s'exerce, on va dire, sur la Syrie justement depuis 5 ans, que ce soit sur le plan international, plan militaire, plan intérieur, l'embargo, etc., si Assad n'avait pas le soutien de son peuple, je ne pense pas qu'il aurait pu tenir aussi longtemps. Soyons clairs. Sûrement. Si vraiment son peuple n'était pas derrière lui, je pense que le régime se serait effondré par lui-même, clairement, avec la pression qui est exercée sur le pays. Donc rien que ça devrait nous faire réfléchir en disant mais comment on n'arrive pas à débouter ce gars-là? C'est précisément peut-être parce qu'il a du soutien. C'est certainement une clé pour comprendre pourquoi il est encore en place aujourd'hui. Parce qu'avec une pression telle comme elle s'est exercée sur la Syrie, et qu'elle s'exerce encore d'ailleurs, puisqu'elle-même elle augmente, on va le voir, mais il n'aurait pas pu tenir, clairement il n'aurait pas pu tenir. Comme disait le poète français, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Quand vous pensez à toute cette intervention turque sur 900 km, ils envoyaient des armes chimiques, des armes turques, des armes de l'OTAN, des armes françaises, des armes britanniques, parce que Fabius a dit, bon, nous on ne livre pas des armes, mais les Britanniques le font. Il était content que, ceci dit, ils livraient des armes. Mais c'était l'excuse au grand public que nous, on ne se salit pas les mains avec l'affaire des armes, les Anglais s'en chargent. Vous voyez? Puis tout ça, comme un château de cartes, tombe. Et vient l'impunité. Vous voyez? Il y a là des crimes contre le peuple syrien, contre un État, contre un pays. Déjà, moi, au départ, j'avais demandé à ce que Bush soit jugé. Enfin, il détruit un pays. On vous dit oui, il y a des terroristes. Les Palestiniens sont des terroristes. Mais il y a un terrorisme d'État. Quand on bombarde, on détruit un pays, on utilise le plutonium, on utilise des bombinettes nucléaires, ça passe sans impunité. Puis on vous dit, il faut qu'Assad soit traduit devant la Cour de peine internationale. Et pourquoi vous ne traduisez pas les autres criminels de l'Occident?
Ah, parce que dans la constitution même de cette cour, il est dit on ne peut pas intenter un procès contre les États-Unis parce qu'ils n'ont pas signé. La belle affaire. Alors qu'est-ce que c'est que cette... Surtout que d'autres pays n'avaient pas signé. La Libye n'avait pas signé non plus, pourtant on voulait emmener Saïf el-Islam. Laurent Gbagbo, il me semble que la Côte d'Ivoire non plus n'est pas signataire, et pourtant ça ne les empêche pas de vous juger. Alors vous avez parlé de Saïf el-Islam, permettez-moi de rebondir là-dessus. Je crois que s'il n'est pas livré à la justice internationale, Oui. c'est voulu, parce qu'il connaît trop de choses. On veut le juger en Libye, comme ça, ni vu ni connu. Il emportera son secret dans sa tombe. Hein, parce qu'il connaît trop, et puis ça pourrait peut-être compromettre des hommes politiques, je ne sais pas. Là aussi, je ne joue pas à celui qui connaît les dessous de l'affaire de Libye, pas du tout. Mais je crois que ce qu'on a fait, ce qu'on va faire à Saïf el-Islam, fils de Kadhafi, on l'a déjà fait à beaucoup d'hommes politiques. Ils emportent leur vérité dans leur tombe. On saura peut-être dans 30-40 ans, on sera plus de ce monde, ils ouvriront ces dossiers, ils découvriront. C'est la loi de l'histoire. Mais quand même, il y a du crime là. Et vous savez, moi, je rêve d'écrire un jour, maintenant que je suis à la retraite, tous les crimes, franchement, que la France a commis au Proche-Orient. Et notamment contre mon pays. Déjà, elle commet un crime avec Palmyre, contre sa francité. Je vais vous expliquer ça. Alors voilà, Palmyre qui a été pris en exemple, hautement symbolique, vous savez etc. qui a fouillé les grands sites de la Syrie? Ce sont les Français. D'accord. Il y avait l'école allemande et britannique en Mésopotamie, Oui, l'école française pour l'égyptologie avec Bonaparte en Égypte et sa polytechnique. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de voir, quand j'étais prof à l'IX, à Polytechnique, la belle édition des livres, n'est-ce pas, des savants qui ont été avec Bonaparte, la description de l'Égypte. C'est magnifique, il faut aller voir ça. Ça a été republié en petit format, mais il faut voir l'édition originelle qui est à l'X. Elle est magnifique, de toute beauté. Ça vous montre la grandeur de la France. Bref, donc revenons à cette histoire de Français, sous mandat français. Sauvager va mettre en lumière toute la grandeur de la ville d'Alep. Les plus belles études sur la ville d'Alep, son importance, son archéologie, c'est Sauvager. Il était à 2 points de découvrir une chose extraordinaire, les bas-reliefs au fond de la citadelle d'Alep. Il lui restait 2 mètres. Il s'est arrêté, il n'a pas fouillé. On les a découverts récemment, il y a une dizaine d'années. Ces bas-reliefs sont d'une grande importance parce qu'ils ont servi de modèle même à la Mésopotamie. Ça change toutes les données sur notre connaissance de l'histoire des bas-reliefs, de cette période babylonienne, assurienne, akkadienne, bref. Alep est détruite aujourd'hui. Palmyre, qui c'est qui a fait les plus grandes découvertes et fouillé Palmyre? Un savant français, Starkey. D'accord. Quand on détruit Palmyre, on ne détruit pas uniquement la mémoire de la Syrie et de l'humanité. On détruit l'école d'archéologie française. Et ça, au Quai d'Orsay, ils sont nuls. Ils ne le comprennent pas. Qu'ils sont que, en ne s'opposant pas à cela, ils détruisent les choses positives de ce mandat français en Syrie. La fouille de Palmyre, je vais vous dire, sur les tombes en tour à Palmyre, je connais parce que j'ai vécu mon enfance à Palmyre. Je ne vous cache pas, mon père était douanier à Palmyre et je jouais dans les ruines. On nous montrait au-dessus, il y avait des statues sur la tour, les tombes en tour, c'est unique au monde. Hein. C'est comme un petit immeuble, on enterrait les gens en tour, voilà. Vous montez des escaliers et c'est pas un étage. Il y avait des statues. On nous montrait que des soldats français, pas très catholiques, disons, tiraient sur se servaient comme cible. Vous voyez? Et on voit
la trace des balles, hein, pour montrer un peu que c'était de la sauvagerie face aux grands savants qui fouillaient. Comme quoi, les soldatesques, ça a toujours existé, d'un côté comme de l'autre. Aujourd'hui, ces tours qui ont été mises à jour par l'école française d'archéologie, elles sont où? Elles sont détruites par Daesh. Et là, dites-moi comment, avec tous les appareils de surveillance électronique, les AWACS, les je sais pas quoi, sur 250 km dans le désert, 10 000 hommes s'avancent vers Palmyre, et la coalition américaine avec tous les États n'a pas repéré ces déplacements, et les ont laissés. Bah oui, c'est ça. C'est qu'ils sont pour Daesh. Clairement. Et ils sont bloqués par ce complexe Assad au niveau psychiatrique. Il faut qu'ils se fassent soigner. Hein. Je ne vois pas en quoi Assad est si gênant que ça. Le problème n'est pas Assad. Le problème, c'est qu'on a des terroristes que vous avez aidés, vous avez joué double jeu pour avoir une carte de pression sur ces pays, hein, pour détruire l'islam de l'intérieur. Et c'est pas fini. Je vous ai donné, je peux continuer à vous parler par exemple du palais Azem à Damas. Tout ça, autre chose qui a changé toute l'histoire de l'humanité. C'est un archéologue français qui va découvrir le petit os sur lequel il y avait le premier alphabet du monde. Alphabet, hein, pas idéogramme, cunéiforme ou pharaonique, pas du tout. L'alphabet, notre alphabet, alpha, bêta, voilà, qui disait tout homme a deux patries, la sienne et la Syrie. C'était un Français, hein? Et là, quand on bombarde Ugarit, près d'Ugarit, l'attaquer, c'est l'école d'archéologie française qui est touchée. C'est toute l'histoire glorieuse du Monda, entre guillemets, parce qu'il y a des choses pas glorieuses. Vous ne vous dépêchez même pas pour les sauver. Vous laissez la barbarie détruire votre œuvre en Syrie. C'est impardonnable. Moi qui appartiens, avant d'être français, à la francophonie, ça me choque. J'ai honte qu'on laisse faire ces islamistes alors qu'il suffisait d'envoyer des avions pour arrêter, pour bombarder ces gens qui attaquaient Palmyre, vous voyez? Effectivement, Daesh sont nos alliés, enfin, oui, sont les alliés de l'Occident. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est quoi la situation? On me dit qu'ils sont aux portes de Damas. C'est vrai? Non, moi je trouve exagéré. Que le danger de Daesh dépasse de loin la Syrie. C'est ce que j'ai souligné dans mon intervention au Sénat avec le colloque sous la tutelle de Jacques Millard. C'est que Baghdadi est intelligent, il parle, il fait jouer, vibrer la fibre universelle de l'islam. Et vous avez vu que partout où il y avait des groupes islamistes, ils se sont fondus en deux. Certains reconnaissent son autorité, donc ils sont entrés dans le califat, et ça rejoint l'idée des frères musulmans que le monde doit s'islamiser par la guerre sainte. Parce qu'il y a même des... Ça vous explique le Boko Haram, ça vous explique pourquoi il y a des gens de l'AQMI rejoint, ça vous explique pourquoi en Asie, ça vous explique. Mais même en Europe, ça se trouve un écho en France. Moi, j'étais confronté à plusieurs personnages qui m'accusent sans cesse de pas assez soutenir Daesh. Voilà. Ah bon? Il paraîtrait que je suis un anti-Daesh convaincu. Je suis pas spécialement pro-Daesh, c'est clair, j'ai pas tellement d'amitié pour eux, mais bon, de là à en devenir le grand pourfendeur, bon, pas spécialement, je pense que voilà, moi ça m'intéresse. Mais vous savez, ceux qui menacent la Turquie, hein, c'est que si jamais Daesh décide de se retourner contre la Turquie. Ah oui, alors là, Erdogan, je ne sais pas que il est chamboulé de toutes parts. Hein, parce qu'il joue un peu. Alors la Turquie, elle a un rôle un peu. Mais c'est de notre faute. Très incompréhensible. C'est la faute des Occidentaux. Comment? Mais remarquez,
si on a cette impunité vis-à-vis de nos responsables politiques? Comment voulez-vous on fasse quelque chose concernant l'impunité des Turcs? Des Turcs. Le peuple turc, moi je l'aime. Contrairement à ce qu'on dit sur l'internet, que je suis un ennemi des peuples, peut-être que j'ai du sang turc dans les veines d'Arméniens, vous savez, on est mélangé. Mais je veux dire, c'est quand même incroyable. On a fermé les yeux pendant 4 ans. Hein. Moi je disais que Erdogan fait tout ça pour lutter contre les Kurdes. Il a pillé nos usines. Il a détruit la ville d'Alep pour qu'elle n'entre pas en concurrence avec les grandes cités turques. Vous savez que les souks d'Alep, selon le dire de beaucoup de monde, valaient les souks d'Istanbul. Hein. Nos souks sont en dur, étaient en dur, et remontés au XIVe, XVe siècle. Vous avez des hectares, une architecture classée comme monument de l'humanité par l'UNESCO. Hein. Ils ont envoyé al-Nusra se battre dans les ruelles, dans toutes ces méandres du souk d'Alep. Quel crime au niveau de l'architecture. Et puis le pillage de l'industrie, tu as souligné ça. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai entendu aussi. Oui. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Les usines sont pillées systématiquement, mais démontées, voilà, et on ramène tout ça en Turquie. Ils ont même démonté et pris, vous savez, tous les appareils de forage, du pétrole, et là, il faut revenir au pétrole. Comment ce Daesh vit? Alors ça, c'est la grande question. Voilà. Parce que vous voyez, la force de Daesh aujourd'hui au niveau géographique, et sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est qu'ils n'ont aucune fenêtre sur la mer. Aucune. C'est un État continental. D'accord. Mais il se trouve qu'ils ont investi les grands champs pétrolifères de la Syrie et de l'Irak. Le centre. Puisqu'ils sont surtout... Et c'est vendu à qui? Justement. Aux Turcs. Qui les revendent à qui? À Israël, à l'Occident, même, hein, oui, je le dis, parfois à Assad, c'est-à-dire qu'Assad est obligé parfois d'acheter son pétrole pour leur mener la guerre. Et eux, alors leur fortune, au départ, n'était pas ça. C'était les dons du Royaume Saoudite, du Qatar, des Émirats, des Kouétis, et de tous les particuliers de ces pays-là pour faire acte de pénitence. Des groupes islamistes. J'ai même vu une amie qui a été avec des responsables américains dans le nord de la Syrie, la partie qu'on appelait libérée, que certains Français se plaisent à décrire comme un paradis. Il est beau le paradis, en décapitant les têtes, en massacrant les chrétiens et les autres minorités, en violant les jeunes filles, en les mariant de force. Voilà, on a vu l'esclavage fort des filles, il y a des témoignages là-dessus assez horribles. Vous voyez, donc c'était ça. Mais maintenant, c'est le pétrole. En plus, ils ont des armes. Pourquoi on dit oui, il y a l'armée syrienne a connu quelques revers? Écoutez, je vais vous expliquer. Quand ils ont pris Mossoul, il y a 3000 voitures blindées qui étaient à Mossoul, qui sont passées entre leurs mains. Des centaines de tanks, des centaines, des milliers de missiles. Et puis, en cash, 500 millions de dollars qui étaient dans la banque centrale de Mossoul. D'accord. Vous vous rendez compte? Un sacré pactole, oui. Voilà. Et alors, dites-moi, là aussi, comme Palmyre, le problème se pose. Les Américains n'ont pas vu ces forces avancer vers... Donc, parce que là, ils sont arrivés à Mossoul. Là, on parle, franchement, on a parlé d'une armée de 16 à 20 000 hommes. En tout cas, c'est sûr, pour prendre une région comme ça, on n'arrive pas non plus à 200. Et effectivement, on s'étonne, c'est que avec toute la surveillance satellitaire, toute la logistique militaire et tous les moyens techniques à la disposition des armées, personne n'a rien vu venir. Vous voyez comment on fait pour le pétrole? On le rachète, et c'est déjà un crime. On le fait pour l'archéologie. Vous savez déjà, pendant l'invasion de l'Irak au temps de Bush, les plus belles pièces pillées dans les musées se retrouvaient à New York, à Tel Aviv, à Londres, à Paris, je ne sais où. Il en a de même aujourd'hui, quand ils ne sont pas brisés, le même trafic, vous voyez. Et puis,
Alors, au niveau de l'islam, cet État islamique est atroce, parce qu'il vous invente de nouveaux rites de viol, que comme quoi, vous voyez, on a des témoignages, l'islamiste de Daesh explique à une jeune fille de 10-12 ans, en priant avant de la violer, qu'il accomplit une obligation pour se rapprocher de Dieu. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'ils inventent, Alors mettez-vous, si vous voulez, je me mets à la place de l'occidental qui voit ça. Et en même temps, du musulman de France. Et vous voyez, mais ça crée des situations inextricables. On se dit, mais alors, dites-nous vraiment, qu'est-ce qui est l'islam? Qu'est-ce que l'islam? Alors là, permettez-moi de faire un retour à l'arrière. Excusez-moi d'être un peu philosophe. Au IXe siècle, il y a eu un calife très éclairé qui s'appelait El-Ma'moun, qui a voulu faire un dogme de l'État, une tendance philosophique de musulmans théologiens qui s'appelle les Moutazilites. C'est les hommes rationnels. Entre autres, ces gens-là enseignaient que le Coran était créé par Dieu. Il ne peut pas être incréé par Dieu, sinon on aurait deux divinités. Dieu d'un côté et le Coran, pour simplifier. Bon. Il a imposé ça à l'État, comme idéologie. Donc, tout le monde devait être moutazilite, croire que le Coran était créé. Ça a créé un problème, en fait, au sein de l'islam, que nous vivons jusqu'à nos jours. Un des fondateurs des 4 rites de l'islam, Ibn Hanbal, c'est l'école hanbalite la plus dure, s'est opposé à ces tendances moutazilites, rationnelles. Et on lui attribue qu'il aurait dit non, le Coran ne peut pas être créé. Il est incréé. Alors on l'a mis en prison, c'est devenu le martyr de cette idée. Il n'est pas mort, on l'a apparemment emprisonné. Tous nos mots dans l'islam viennent de ce retour contre les philosophes théologiens de l'islam à propos de cette histoire. Je résume. Alors, revenons au wahhabisme dont on a parlé. Le wahhabisme va s'inspirer d'Ibn Taymiyyah du Moyen-Âge arabe qui frappait d'interdit les minorités musulmanes non orthodoxes, pas assez orthodoxes à son goût. D'ailleurs, lui-même a été excommunié par d'autres de son vivant. Pas parce qu'il a fait plusieurs professions de foi. Je passe. Mais lui continue l'école hanbalite. N'est-ce pas, savants musulmans qui croyaient que le Coran était incréé. On ne peut pas dire que Dieu l'a créé. C'est la parole éternelle. Vous voyez, c'est un problème philosophique à la base. Bon. Mais le résultat, c'est que de plus en plus, des actions qui ont été commises dans l'islam, qui ne sont pas, tolérables, redeviennent à la mode. C'est une mauvaise lecture de l'islam. Et je vais aller au début de l'islam. Le grand général Khaled bin el-Walid, c'est un grand général de l'armée de l'islam, qui a fait beaucoup de conquêtes. Ceci dit, il a commis une erreur énorme. Un Arabe connu dans une bataille, il s'est converti à l'islam, mais sa femme était très belle. Le général Khaled lui demande, tu es musulman? Il lui dit, au mari de cette belle dame, oui, je suis musulman, je dis qu'il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète. Il lui dit, menteur, tu joues la comédie, tu n'es pas musulman. Il le tue, et il prend sa femme. On dit qu'elle avait les plus belles jambes d'Arabie, pour la petite histoire. Et regardez les conflits internes de l'islam. C'est passionnant l'histoire de l'islam. Un de ceux qui vont devenir calife après, Omar,
était connu pour sa justice. Mais à l'époque, il n'était pas calife. Il va voir le calife qui s'appelait Abou Bakr. Il lui dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Khaled là? Mais c'est une honte. Il tue le bonhomme pour... Là, l'histoire nous dit que Abou Bakr aimait beaucoup Khaled, ce général. Il lui a dit, oh, laisse passer, c'est un grand général. Il a fait de l'effort personnel. La formule, c'est quand il n'y a pas de texte, on fait travailler sa raison. Mais là, franchement, quel effort personnel a tué un bonhomme pour prendre sa femme, vous voyez? Donc, quand vous me dites, alors, vous savez, je n'ai pas fini l'histoire, autrement, quand Omar devient calife, lui le juste, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il limoge Khaled de l'armée. Alors maintenant, évidemment, la tombe de Khaled est en Syrie, tout le monde, là, c'est le grand héros de l'islam, mais notre lecture de l'histoire, de notre histoire musulmane, est biaisée, elle est partiale. On ne voit pas toute cette histoire est véridique, hein, elle est attestée chez beaucoup d'historiens, hein, je ne vous raconte pas. Donc, on n'a pas ce regard. Et là, on est en train de nous inventer des choses et même de les justifier par ce que je viens de raconter. Que regardez l'histoire de l'islam, c'était tout à fait normal qu'on viole. Mais c'est pas vrai, enfin. Oui, ça c'est un mensonge inventé. Enfin, voilà. Mais vous voyez, alors quand le problème, revenons aux musulmans de France et à l'islam français. Et pourquoi justement il y a des musulmans français, moi ce que j'ai du mal à comprendre, qui soutiennent ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Mais c'est l'ignorance, qu'est-ce que vous voulez? Depuis combien de temps je dis qu'il faut absolument qu'on ait un islam de France, une réforme en France. Mais cette réforme ne peut pas venir des prédicateurs des studios climatisés de la chaîne Al Jazeera ou des Émirats ou du Koweït ou du Royaume Saoudite. C'est affreux. Pendant des années en France, hein, on transmettait le discours, la cérémonie de la Mecque de vendredi sur des radios en France et qui ne faisait qu'appeler à massacrer les juifs, les chrétiens, les mécréants, les je sais pas quoi. Vous voyez? Des années. Et je me révoltais contre ça depuis d'ailleurs, et le discours des cérémonies de la Mecque a changé, et notre politique aussi, heureusement. Mais vous voyez, il y a une nécessité aujourd'hui de mettre de l'ordre dans l'islam français. Et ça doit être mené par les musulmans de France, voyez-vous, sans intervention de l'argent de je ne sais quel pays pour les banlieues ou pas banlieues, tout ça est malsain. Clairement aujourd'hui, parce que ça, c'est pas une rumeur, vous avez confirmé, j'imagine, parce qu'il y a pas mal de... C'est que le Qatar et l'Arabie Saoudite, bah, ils financeraient, puis ça on l'a vu, c'est même dans la presse, on le sait, que le Qatar, l'Arabie Saoudite s'intéresse aux musulmans de France et finance des mosquées, finance la formation des imams et cherche en fait à avoir des relais d'influence en Occident et précisément en France où on sait que la communauté musulmane est la plus importante d'Europe occidentale. Vous avez entièrement raison. Le Qatar soutient la filière frères musulmans, hein, les autres, la filière ultra-orthodoxe wahhabite. Hein. Et je suis désolé, j'ai des enregistrements de certains imams français maintenant depuis repentis, qu'on a passé sur le net, qui prêchaient la doctrine des frères musulmans et qui aujourd'hui sont en odeur de sainteté auprès du gouvernement socialiste parce que, comme on dit en banlieue, Zama, prétendument, ils ont évolué et maintenant ils ne défendent plus les frères musulmans. Ouais, je veux bien le croire, mais si vous voulez, la situation n'est pas simple. Et dès le début, moi, vous voyez, quand je suis passé à l'émission L'invité du jour à France Info, je l'avais dit, méfiez-vous, vous jouez la mauvaise carte. On aura dans nos banlieues des poseurs de bombes. Personne ne m'a cru. Regardez.
je vous dis, je vous renvoie, Parce que c'est un jeu c'était dangereux une de émission, travailler avec ces gens-là, émission du 6 août 2012. D'accord. Je ne mens pas. Allez, Non, mais non, vous voyez, on mais vous croit sur parole. c'est-à-dire, d'ailleurs, depuis, je n'ai plus jamais été réinvité. Hein. Apparemment, il n'aime pas qu'une émission ait du succès. Hein, mais ça, je sais pas. Parce qu'il y avait dans les commentaires, je me suis réveillé, j'ai écouté France Info, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il y a un coup d'État dans les médias? Non, ce commentaire m'avait bien fait rigoler. Enfin, vous voyez, c'est... Non, parce que ça, c'est vrai que c'est un peu jouer avec le feu, parce que, voilà, je sais que toi, tu as mis des mises en garde depuis longtemps. Thierry Messon aussi fait partie des gens qui nous ont dit depuis des années, attention, ces islamistes-là qui se combattent, parce qu'on sait qu'il y a des réseaux entre l'Europe et l'État islamique depuis longtemps, puisque ça avait commencé même avant même qu'on entendit même parler de Daesh. Il y avait, comment on appelle ça, le Front al-Nosra, l'armée syrienne libre, et on sait qu'il y avait des combattants venant d'Europe, des Français, des Belges, des Allemands, des Britanniques, et il disait attention, parce que ces gens-là vont revenir un jour en Europe, Ah ouais. ne vous trompez pas, quoi. Et là, avec cette affaire des migrants, on voit bien que, effectivement, parmi tout ça, qu'est-ce qui empêche effectivement d'envoyer une partie de ces gens-là Puis il faut dire aussi que la France n'a pas su intégrer les forces vives de tous ces musulmans maghrébins qui ont donné beaucoup pour la France dans les guerres, Là, je suis très content d'avoir entendu aujourd'hui que tous les cheminots maghrébins qui, à un moment donné, n'avaient pas gagné comme les autres, vont être indemnités par 150 millions d'euros. Enfin, ben, c'est une bonne chose. Il en est de même, vous savez, des salaires de retraite de tous les anciens combattants musulmans qui se sont battus sur tous les fronts. Oui, Dans la bataille de Monte Cassino, tout le monde s'est reconnu que c'est les Goumis. Les Goumis, c'est les montagnards marocains. C'est eux qui ont escaladé contre les nazis. Vous voyez, on ne met pas assez en lumière l'apport de l'arabité à la culture occidentale. Maintenant, vous me parlez vous savez, de ce problème d'islam. Moi, déjà en 89, dans le monde, je m'étais révolté contre les accords bilatéraux qui autorisaient des enseignants venus du Maghreb enseigner dans l'école primaire, soi-disant l'arabe, mais en fait, c'était pas de l'arabe. C'était des profs qui n'étaient pas formés à la française, qui utilisaient les bâtons, qui enseignaient déjà un intégrisme religieux. Je m'étais révolté en 89. Vous pouvez voir. À ça fait longtemps quand même. Non, mais je vous dis, cette affaire, alors. Ici en France, je crois que pour être écouté, il faut épouser une doctrine politique, être dans le parti. C'est pas mon truc, moi. Vous voyez, c'est dommage, mais enfin, je vois qu'avec les médias alternatifs, de plus en plus, on arrive à se faire entendre. Eh ben, c'est tout à fait ça. On est en train de, comme on m'avait dit, de changer l'opinion publique, ce qu'on appelle la nouvelle opinion publique. On va faire la deuxième petite pause et puis on va revenir après pour les questions parce qu'il y en a pas mal. Les questions du public, bien sûr, ils sont au taquet et on va répondre à vos questions, bien évidemment. La régie, elle est prête. C'est une question idiote. Donc à vous, la régie.